C'est l'histoire de deux hommes que tout oppose. Au nom des 100 000 victimes de l'amiante, l'ouvrier dunkerquois Pierre Plutat et le mathématicien parisien Michel Parigot luttent depuis 25 ans pour que justice soit faite. Ah, t'as pris ton petit croissant? Ouais. C'est bien. 100 000 morts et pas un coupable. Pas un procès pénal. Un trou noir judiciaire. Pierre Plutat et Michel Parigot ont décidé l'année dernière de changer de stratégie et d'avocat. Et c'est vrai que ça fait long pour tout le monde. Ils préparent leur dernier atout, une procédure judiciaire appelée citation directe. Si elle est acceptée par le juge, cela donnera lieu à un grand procès pénal de l'amiante en France. Le premier. Quelques mois avant sa nomination au poste de garde des Sceaux, leur avocat Éric Dupond-Moretti entendait bien faire également le procès de la justice française. Cette affaire, elle a été maltraitée depuis 30 ans. En dépit d'un certain nombre d'éléments saillants que la justice n'a pas voulu voir ou n'a pas su voir. Et ce dossier, c'est quoi? Ce sont des gens qui meurent tous les jours. Et c'est un scandale sanitaire comme la France n'en a pas connu. Et la justice est saisie de ça depuis 30 ans et rien n'a bougé. C'est un véritable scandale, à tout point de vue. L'amiante ne se conjugue pas à l'imparfait. La fibre toxique est toujours présente, sur vos toits, sous vos pieds, dans les murs des écoles de vos enfants. Elle tue chaque jour 3 personnes en France. Ils ont décidé que les responsables de cette contamination devaient payer. Voici l'histoire de combattants prêts à mener leur dernière bataille. Ces murs sont un refuge. Allez-y, vous pouvez rentrer. Un lieu de vie pour des malades qui frôlent la mort. Bonjour. Est-ce que vous avez tous vos comptes rendus médicaux avec? J'ai tout, là, tous les nouveaux comptes rendus, je les ai. Dans cette permanence du centre-ville de Dunkerque, Laetitia, la fille de Pierre Plutat, aide les victimes de l'amiante et leurs familles à obtenir des réparations financières auprès de leurs anciens employeurs ou de l'État. Je regarde. Vous étiez reconnu pour des plaques pleurales. C'est ça. Voilà. Maintenant, vous avez quelle maladie? Une tumeur au poumon. Donc là, c'est pour le cancer bronchopulmonaire, c'est une nouvelle maladie. Il considère que c'est une nouvelle maladie. D'accord. Vous avez travaillé où? Sur le port, docker professionnel. Et vous avez manipulé de l'amiante? Énormément. Toutes les grosses sociétés le savaient, mais nous, l'ouvrier, on ne savait rien. On parlait avec les matos et puis j'ai fait sur les chalets, on mettait des plaques d'amiante aussi, on a chargé ça aussi. Des plaques en fibre. Oui, fibre ciment, en base d'amiante.
C'est reconnu en 2008 le problème d'amiante. Voilà, vous avez pu partir en cessation d'activité en 2006. Vous aviez quel âge? 53 ans et demi. 53 ans, et à 55, ben voilà, vous étiez malade. Voilà, il n'y a plus qu'à rechercher votre papier, monsieur. Ouais, je dois l'avoir. Ça marche. Bon courage. Merci. À tout à l'heure ou à demain. D'accord, au revoir. Au revoir. Au revoir. C'est régulièrement, hein, vous voyez, les cancers, c'est tout le temps. Vous voyez, ce monsieur, il a peur que ses papiers soient pas faits, et il a peur de mourir pendant l'opération. Il dit, moi, je suis opéré lundi. Voilà, c'est difficile. Ardeva, bonjour. Pierre Plutat vient épauler sa fille pour trier les lettres de désignation. Laetitia en a déjà reçu près de 3000. Je donne la grosse partie du... Aïe, aïe, aïe. Sans ces lettres, pas de procédure judiciaire. Chaque victime de l'amiante, pour se faire représenter lors de la citation directe, doit désigner individuellement le cabinet d'avocats de Maître Dupond-Moretti. C'est le premier pas, la lettre de désignation et la carte d'identité. Là, il y a des trombones. Tu veux que j'enlève ça, peut-être? Bon, ça ira. Ça ira. Maître Dupond-Moretti, vous avez mis du temps à le convaincre? Oh, on est allé voir à plusieurs reprises. Oui, oui. Mais on peut très bien le comprendre. Pendant 20 ans, plus de 20 ans, 23 ans, on travaille avec d'autres avocats sur ce procès pénal. Tout a été médiatisé autour de ces avocats qui n'ont pas réussi à faire le boulot. C'est comme ça. Et on va le trouver lui en disant, ben maintenant, au bout de 23 ans, on vient vous voir vous. Je ne sais pas ce que vous penseriez vous à sa place, mais moi je sais ce que j'en penserais. Et puis progressivement, il a bien compris qu'on était décidé et qu'on allait avoir des gens qui allaient nous suivre. Ce procès, ce ne sera pas avec une personne, vous comprenez, il va peut-être falloir le Stade de France. Ce sont des milliers de personnes, il y en a déjà plus d'1 millier à Dunkerque. Il y en a encore qui viendront nous rejoindre progressivement. Ils en ont besoin de ce procès pénal. Ils ont besoin de comprendre et de savoir qu'on n'a pas pu les empoisonner comme ça en restant impunis. Et eux souffrent dans leur chair, moralement, dans la famille, ils souffrent. Et les autres sont tranquilles, ils n'ont même pas de compte à rendre. Et ça leur est insupportable. En 1996, Pierre Plutat crée l'Ardeva, une association d'aide aux victimes de l'amiante pour réclamer, déjà à l'époque, un procès pénal. L'ancien ouvrier a pu compter sur le soutien de femmes qui ont perdu leur mari. Les veuves de l'amiante ont manifesté partout. Devant le tribunal de Dunkerque, devant le palais de justice de Paris et même devant l'Élysée. Vous imaginez la force qu'il faut avoir, force de caractère qu'il faut avoir pour, dans les rues, défiler avec le portrait de son mari. Et je me suis toujours dit, est-ce que si moi j'avais été à leur place, c'était mon épouse qui était décédée, est-ce que j'aurais eu ce courage, moi? Est-ce que j'aurais su le faire? Je n'en suis pas sûr. Elles ont un courage phénoménal. Phénoménal. Depuis 4 ans, la maison d'Yvette est emplie d'un vide. Je fais des cartes d'anniversaire, du scrapbooking. Avoir des moments sans penser.
Son âme sœur, Jean, a été terrassé à 67 ans. Je ne peux pas raconter mes journées Si, je raconte à une photo. Une photo, c'est tout ce qui me reste. Là, il est mort empoisonné. La différence, elle est là. Là, il est mort empoisonné. Ils l'ont empoisonné tous les jours, un petit peu. Allez, viens, Jean. Mon mari a travaillé de l'autre côté, là-bas. Il a travaillé à Lefracook. Il était contrôleur à chaud. Il y avait plein de micro-poussières, d'amiante. Il n'en parlait pas, il travaillait. On ne savait pas, je ne peux même pas vous dire plus, on ne savait pas toutes ces choses-là, on ne savait pas. On n'en a jamais parlé, on a commencé à parler d'amiante quand il a vu certains de ses copains qui, malheureusement, étaient décédés. Et en 2014, ça a été la catastrophe. Il est décédé. En 6 mois de temps. C'est dégueulasse. Et donc en ce moment, elle est à 4,80 €. Les soucis, les envieux, pense à toi juste un peu. Faut laisser couler. Faut laisser couler. Faut laisser couler. Faut laisser couler. Le mari de Marjorie, Serge, a été emporté lui aussi par l'amiante à 53 ans. Faut laisser couler, couler. 13h53 dans la région. Bonne radio Dunkerque. N'empêche que dernièrement, j'écoute un petit peu plus de nostalgie. J'arrive à mieux supporter les musiques de l'époque quand j'ai rencontré mon mari. Ça va mieux. Avant, je ne supportais pas. Par contre, partout. La télévision fonctionne, la radio fonctionne. Je donne ma dépendance, la musique fonctionne, tout fonctionne. Il faut du bruit. Il ne faut pas être seul. La télévision fonctionne en bruit de fond. Et puis j'ai les radios sur les mêmes chaînes dans 2 endroits différents. Quand je passe d'une pièce à l'autre, il ne faut pas le silence. Le silence fait que le cerveau travaille et pense. Marjorie, Yvette et 5 autres veuves de l'amiante se retrouvent tous les mardis après-midi pour partager un café. J'ai apporté des biscuits. Je parle tout haut, mais je parle au chat, je parle à... Ah oui, moi aussi. Mais il répond pas. Et quand vous partez en voyage, il faut les tables par 6, par 8, toujours paires. C'est tout souvent, il y a des couples. Et quand tu vois tous ces gens, ils ont le temps de s'aimer, de se tenir la main, Et nous, ça. on peut pas. Nous, c'est terminé, ça. On les regarde presque avec envie. Moi, ce qui m'ennuie, c'est quand je vois les oiseaux, les animaux. Ils sortent toujours par 2. Quand je vois mes tourterelles là sur les fils, elles sortent toujours à 2. Elles se font des bisous, elles se bec contre bec. C'est pas possible, et sous mon nez. Moi, je rigole, mais je rigole quelquefois jaune. Hein. Je pense pas déchirement, moi, je pense. Leurs maris ont tous été emportés par un mésothéliome, le cancer de la plèvre, appelé aussi cancer de l'amiante. Ancien fleuron de la sidérurgie française, le Nord-Pas-de-Calais est l'épicentre de la contamination. C'est aujourd'hui la région la plus touchée par le mésothéliome. Il est un des témoins de l'ampleur de cette maladie. Le docteur Laurent Ketzoria est pneumologue à Denain. Vous
respirez tranquillement dans l'appareil. Allez-y, gonflez à fond. Soufflez à fond. C'est le premier à annoncer le diagnostic aux familles. Respirez normalement. Presque tous ces patients atteints de mésothéliome sont d'anciens ouvriers. Le mésothéliome, la première fois que j'ai entendu ce nom-là, c'était ici. Quand je suis arrivé comme interne, la première semaine. La plupart des gens, ils sont sans histoire, ils ont eu peu de maladies au cours de leur vie, et c'est cette maladie-là, précisément, qui vient les faucher. Les gens savent qu'ils ont une épée de Damoclès au-dessus de la tête, c'est exactement ça. Hein. Donc, dès qu'ils ont un problème, évidemment, ils savent que ça fait partie des diagnostics que nous, médecins, nous allons éliminer ou affirmer. Et quand malheureusement le diagnostic est établi, j'ai jamais rencontré de patients qui tombaient des nues. C'est pas vraiment une surprise en général. Donc maintenant, on attend, après les résultats de ce scanner, dans votre problème À 83 ans, Édouard Petroviak pensait être passé à travers les mailles du filet. Il est soigné pour un mésothéliome depuis 6 mois. Sa contamination, elle, remonte à plus de 50 ans. Les parents ils disaient ainsi, tu ne vas pas à l'école, aux mines. Alors, on allait à l'école pour aller aux usinaux. Heureusement, aux usinaux, il y avait du boulot pour tout le monde. Il y avait une école d'apprentissage. Donc, après, si on sortait avec notre moyenne, bah, on avait un métier. Il y avait des électriciens, des tourneurs, des ajusteurs, des mouleurs. Moi, j'ai été dispatché vers les mouleurs. Puis, vous savez, c'était que de poussière. Hein. Alors, on a travaillé comme au 19e siècle, alors. C'est bâtard, acheter. Ah ouais. Puis j'espère que je vais guérir. Faut y aller, jusqu'au bout. Sinon, monsieur Pietrovac, on a déjà fait le plus dur au niveau du traitement. Hein. Ouais. Je voulais vous le dire. Hein. Là, ce qu'on a fait, c'était le maximum de ce qu'on va faire au niveau on va dire, des contraintes. Hein. Très bien. Allez, bon retour, hein, monsieur Dame, et merci. La guérison, je ne pense pas que ce soit une option raisonnable. On ne guérit pas d'un mésothéliome, hein, mais stabiliser les patients avec un recul, parfois de quelques années, c'est quand même, il faut le dire, c'est quand même plus rassurant qu'il y a quelques années. Édouard Petroviak est décédé 6 mois après cette rencontre. L'entreprise Usinor n'a jamais été condamnée dans le cadre des contaminations liées à l'amiante. Pierre Plutat, lui aussi, est en sursis. L'ancien ouvrier est atteint de plaque pleurale, une affection liée à l'amiante qui peut se transformer en mésothéliome. Sa maladie, Pierre l'a contractée en construisant des navires sur le port de Dunkerque. Il travaillait 12 heures par jour comme mécanicien dans les cales des bateaux baignés d'amiante. Non, j'ai peur pour votre bain. Voilà. Bravo. Le chantier naval, c'était la fierté des Dunkerquois. Le poumon économique de la région durant les 30 Glorieuses. 6 000 ouvriers travaillaient en permanence sur le site. Une ville dans la ville, jusqu'à sa fermeture en 1987. Une friche aujourd'hui. On retrouve encore là-haut le sigle, hein, ACF, Atelier et Chantier de France. Vous pouvez imaginer, hein, les camions et tout ça n'arrêtaient pas de venir, de rentrer, de sortir. Une véritable fourmilière. Là où on devrait avoir d'excellents souvenirs à dire et à rigoler un bon coup, ben, c'est l'inverse, quoi.
C'est l'inverse. On parle de malheur, on parle de souffrance. Quasiment tous les anciens collègues que je rencontre, que je croise, ou qui sont à l'association, bien sûr, eh bien, la plupart sont touchés par des problèmes de santé dus à l'exposition à l'amiante. Je vais encore enterrer cet après-midi un de mes anciens collègues de travail. À l'intérieur des navires en construction, les calorifugeurs doivent projeter de l'amiante sur les cloisons. On peut prendre une image, si vous voyez les pompiers avec leurs pompes et leurs manches à incendie, leurs lances à incendie. Eh bien, c'était exactement la même chose, sauf qu'au lieu de l'eau qui sortait de ces lances, eh bien, c'était de l'amiante qui était projetée sur des cloisons hautes de plusieurs étages, donc. Hein. Ça faisait une poussière énorme. Et cette amiante, eh bien, une partie restait collée, bien entendu, sur les cloisons, une autre partie retombait dans les compartiments. Et donc, il neigeait de l'amiante dans ces compartiments dans lesquels nous travaillons. Je me souviens bien, je m'en suis souvenu après coup, parce que sur le moment, ben, personne ne nous avait dit que l'amiante, un mot que je n'avais pas retenu, d'ailleurs, je ne connaissais pas ce mot d'amiante. Mais on ne nous a jamais dit que c'était dangereux. On avait un casque, on avait des gants, des chaussures de sécurité, un bleu, mais on n'avait rien pour nous protéger au niveau respiratoire. À un moment donné, on avait le nez qui était complètement bouché. Eh bien, on prenait un chiffon dans notre poche, on se mouchait, et puis on recontinuait à travailler comme ça. Certains savaient que l'amiante était dangereux. Et qu'en nous exposant de cette manière, eh bien, quelques années après, des centaines, des milliers d'entre nous allaient en mourir. Mais c'est ce qui s'est produit. Et oui, ça me met en colère. Comment ne pas être en colère? Comment ne pas être en colère lorsqu'on voit ce qui s'est passé, lorsqu'on voit tous ces gens dans cette situation aujourd'hui? De 1950 à 1980, la France ne jurait que par l'amiante, surnommé le matériau magique. Il faut passer de la rive gauche à la rive droite de la Garonne pour découvrir cette usine installée là sur 25 hectares. On y fabrique essentiellement des produits en amiante-ciment. Ici, on exploite un procédé sans cesse amélioré et découvert à la fin du 19e siècle par un ingénieur autrichien qui, alliant l'amiante au ciment, a trouvé le moyen ainsi d'allier la pérennité du ciment à l'inaltérabilité de la fibre d'amiante. Résistant à la chaleur, au feu, isolant, bon marché, la fibre est utilisée partout. On en retrouve dans les plaquettes de frein, dans le béton des autoroutes, dans les conduits de chauffage, dans les dalles de sol, mais aussi dans les tables à repasser et les grille-pains. En 1973, année record, la France a importé 156 000 tonnes d'amiante, principalement pour fabriquer ses toitures en fibrociment. Encore présente sur les maisons aujourd'hui. À 23 ans, Marine est en parfaite santé. Mais l'amiante a décimé une partie de sa famille. Autour de moi, j'ai 4 personnes qui sont décédées à cause de l'amiante. J'ai toujours su que c'était pas normal, c'était pas quelque chose de normal. Quand je parle d'amiante, la première réaction, c'est on sait pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est l'amiante? Il est mort de quoi, son grand-père? Quoi, l'amiante? C'est quoi? Depuis 2 ans, l'étudiante anime une page Facebook pour alerter sa génération sur la dangerosité de la fibre. Les jeunes de mon âge n'ont pas été assez sensibilisés sur la question. Et donc, j'informe sur le sujet et à travers toutes les actualités au quotidien. Le mot amiante, Marine l'entend depuis toujours.
mais elle ne sait absolument pas à quoi cela ressemble. Les fibres, elles ont un aspect assez doux vu comme ça. On a envie même de toucher. Et c'est assez hallucinant de comprendre que ça peut tuer des gens alors que voilà, c'est qu'un bout de caillou. Rares sont les musées à exposer encore des échantillons d'amiante au grand public. Le Conservatoire de minéralogie de Paris fait figure d'exception. C'est ce que l'on ne voit pas pratiquement qui est le plus dangereux. La grosse fibre qui est ici, elle ne va pas s'envoler, quoi. Mais après, cet élément-là va se subdiviser et ensuite, éventuellement, peut se répandre dans l'atmosphère, évidemment, si on le manipule. Bah, c'est d'ailleurs la fibre, en s'envolant dans l'air, etc., qui était dangereux. Oui, cet aspect fibreux fait en fait comme une micro-aiguille qui vient se planter dans les tissus et ensuite générer éventuellement une pathologie. D'accord. Voilà. Ça, c'est la première famille des amphibolies. L'amiante est naturellement présent dans l'environnement. On trouve des gisements en Afrique du Sud, au Canada, mais aussi dans les Alpes ou en Corse. Voilà, donc 2 possibilités pour faire des fibres, je le rappelle. Ça a été utilisé depuis la plus haute antiquité. Et alors, le récit le plus connu, c'est celui de Marco Polo qui revient de Chine avec des tissus que l'on peut jeter dans le feu et qui ne brûlent pas. En fait, il s'agissait effectivement de tissus d'amiante qui étaient utilisés aussi comme vêtements mortuaires puisqu'il était incorruptible, indestructible. Ce n'est pas la pierre qui est dangereuse, mais sa transformation par l'homme. Tant qu'elle est dans sa boîte, elle ne va pas traverser la boîte, elle ne va pas traverser le scellement, elle ne va pas traverser la vitrine. Donc le visiteur est parfaitement tranquille. Et celui qui nettoie aussi la vitrine l'est également, bien sûr. Ce n'est pas l'amiante qui décide de détruire l'être humain, ce n'est pas l'objet. C'est ce qu'on en fait. La feuille de tabac n'est pas nécessairement dangereuse, c'est parce que vous la fumez que ensuite vous faites du mal à la santé. Mais sinon, c'est une plante qui est bien tranquille et qui vit sa vie de plante gentiment. Et là, je mets les oignons. Dans la famille Giaretta, la cuisine panse les blessures du passé. Alors attends, vas-y. Je saupoudre? Oui, saupoudre. Non, tu vas la louper, ma sauce. Vraiment, je vais pas me plaindre, moi. J'ai 5 petits-enfants, mais 5 affectueux. Le grand-père de Marine, Gilbert, était couvreur. Il installait des toitures amiantées. Ça, c'est toute notre vie. C'est papy, ça? Oui. Et il avait quel âge, là? 60, il allait avoir 70 ans. C'était pour ses 70 ans. Ça, c'est son dernier Noël. On était tous ensemble, là. Il y avait tout le monde. Oui. C'était le dernier Noël, donc tout le monde était un peu venu. Ouais. Voilà, parce qu'on savait que, malheureusement... Mais je me souviens aussi, surtout, un truc. C'était un jour, ici, sur une chaise ici, je crois. Il n'arrivait plus à respirer. Il avait l'air de souffrir. Très mal dans le dos. Je pense que c'est aussitôt déjà... qu'il y avait du monde, beaucoup de monde, il me disait, j'ai l'impression qu'ils me prennent mon air. C'était fou, hein. Elle est belle, cette photo. Moi, je me disais toujours, tous ces gens responsables, on devrait les mettre sur une chaise, devant la personne qui est en train de mourir, et voir l'agonie. Je vous assure que c'est pas très beau, moi. Mon mari, il est mort dans des conditions que... Voilà, j'ai l'image, hein, donc on devrait les attacher et qu'ils voient l'agonie. Peut-être qu'ils auraient honte, j'en sais rien. Alors ça, c'est tout à fait autre chose, qu'on avait été défilé avec les veuves de Dunkerque. Ils sont beaux là-dessus. Bah oui.
Ils sont co-responsables de la mort de milliers d'entre nous. Tant que tous les responsables de la catastrophe sanitaire de l'amiante n'ont pas de compte à rendre à la justice, les empoisonneurs, actuels et futurs, n'ont pas à s'inquiéter. C'est un permis de tuer en toute impunité qui leur est délivré. Je rappelle seulement quelques chiffres effrayants concernant notre pays. 3 à 5 000 morts par an tués par l'amiante. 100 000 morts sont programmés dans les prochaines décennies. 10 d'entre nous mourront aujourd'hui, tués par l'amiante. Tous ces malades, toutes ces souffrances, tous ces morts, toutes ces familles anéanties, personne ne nous fera croire que c'est dû au hasard. Qui sont les responsables des morts de l'amiante? Peut-on encore les juger aujourd'hui? Dans une petite salle du campus de Jussieu à Paris, on s'est juré de les faire condamner. Ils sont mathématiciens, physiciens, informaticiens, économistes. Ils ont été, il y a 25 ans, les fers de lance de la bataille contre l'amiante. L'ordre officiel en bonne et due forme n'a été donné par le ministre que le 12 janvier. L'amiante tue et pourtant, à l'université de Jussieu, on la trouve partout, sous forme de flocage éventré, jusque dans ses placards, ouverts à tout vent. Qu'est-ce que c'est de l'amiante? Oui. Vous en avez jamais vu? Non. Nous estimons que la limite est atteinte et qu'il faut que le ministère s'engage sur le financement du retrait complet de l'amiante de Jussieu. Donc ça veut dire du boulot derrière. À l'approche de la retraite, les chercheurs deviennent enquêteurs. Ils fouillent dans les archives françaises et internationales pour identifier les coupables de ce scandale sanitaire. Sur les documents alternatifs. Et ils m'ont envoyé un message disant que les références ne permettaient pas de trouver le document. En fait, on est en train de faire l'instruction de l'affaire de l'amiante qui n'a pas été faite. En gros, c'est à la fois... L'objectif, c'est le procès pénal de l'amiante. Mais en cherchant les preuves nous-mêmes, ce qu'on est en train de montrer, c'est qu'il était possible d'en trouver et que ça n'a pas été fait. Donc que c'est bien une volonté de ne pas avoir de procès pénal de l'amiante. Les chercheurs de Jussieu s'intéressent particulièrement à une instance non officielle, une officine secrète infiltrée au cœur même de l'État. Nous sommes dans les années 80. L'amiante commence à être suspectée de dangerosité, notamment en Allemagne et aux États-Unis. Good evening. It must seem to many warning-weary Americans that we live in a time of risk of the week. It's hard to know how worried to be. One of the latest is the danger of cancer caused by asbestos. Un peu partout sur la planète, des scientifiques apportent alors des preuves de la nocivité de la fibre. I think the best tolerable dose level is a zero dose level. L'industrie de l'amiante en France est aux abois. Pour assurer sa survie, les industriels du secteur vont créer un lobby, le CPA, dit Comité permanent amiante. Le comité permanent amiante, ça a été une structure redoutablement efficace qui a été mise en place par les industriels de l'amiante. Et ils l'ont fait sous forme d'une structure qui avait l'apparence d'une structure de concertation, mais en fait, c'était quelque chose qui était organisé par un cabinet de lobbying pour les industriels de l'amiante, financé par les industriels de l'amiante. Toute la politique en matière d'amiante en France a été sous-traitée au comité permanent amiante. À partir de 1982 et pendant 13 ans, les membres du comité permanent amiante se réunissent tous les mois dans cet immeuble de l'avenue de Messine à Paris. Il n'existe aucune image de cette institution fantôme. Elle regroupe alors des scientifiques, des représentants des ministères, des médecins, des syndicalistes. Ensemble, ils auraient discrédité des études scientifiques et fait pression sur des hommes politiques pour ne pas interdire l'amiante. Il est absolument clair que
Ce qu'ils ont fait a eu pour conséquence des milliers et même des dizaines de milliers de décès. Et ça a été fait en toute connaissance de cause. C'est-à-dire on n'est pas du tout seulement dans quelque chose qui serait l'homicide involontaire, c'est-à-dire en gros la faute à pas de chance, on fait quelque chose et puis ça a comme conséquence qu'on va tuer quelqu'un. Donc là, c'est une responsabilité pénale qui est énorme. Si le procès pénal aboutit, ces anciens membres du CPA seront sur les bancs des accusés. Comment justifient-ils aujourd'hui leur participation à ce lobby? Allô, c'est Madame Laforêt? Oui. Je suis auto, je réalise des documentaires. Je cherche à parler à Monsieur Laforêt. J'ai autre chose à faire. Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Oui, bonjour monsieur, je cherche à parler à Madame Valta Sophie, s'il vous plaît. C'est l'histoire de l'amiante, c'est ça? Je crois qu'elle veut pas vous parler, à mon avis. Je crois qu'elle n'a pas une grande considération pour les journalistes. C'est pas vous dont il est question, mais enfin, elle n'a rien à cacher, mais elle n'a pas envie d'être impliquée dans cette affaire-là, c'est tout. Bonne journée, madame. Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour monsieur, vous êtes bien monsieur Perani? Oui, c'est moi-même. Et Je ne peux pas juger les choses maintenant. Je ne peux pas prendre position avec vous pour l'amiante. Vous avez déjà une idée de ce que vous voulez transmettre comme message? Monsieur Perani, est-ce qu'on pourrait se rencontrer? Ça serait peut-être plus simple. Non, je ne le tiens pas. Il faut rester neutre. Donc soyez très prudente. Un seul membre du comité permanent à amiante a accepté de témoigner. Le professeur Brochard était médecin. Aujourd'hui retraité, cet éminent spécialiste des maladies professionnelles aurait-il joué le jeu des industriels de l'amiante? Alors, le comité permanent amiante, j'en ai déjà parlé. Il y a déjà eu un certain nombre d'interrogations justifiées à ce niveau-là. Je rappelle que c'était quand même une structure informelle, mais qui était quand même encadrée par l'État. Est-ce que le CPA était un lobby? Moi, c'est pas à moi de répondre à cette question. Je crois qu'effectivement, il y a eu une réflexion dans les médias. Voilà, donc je vous renvoie vers cette réflexion. Moi, je considère avoir fait mon travail dans les conditions de l'époque. Après, ce n'était pas nous les décideurs, hein. Nous n'étions là que pour donner des avis. De mon point de vue, je pense que les experts qui étaient autour de la table, les experts, hein, je ne parle pas des autres personnes qui étaient autour de la table, ont répondu honnêtement aux questions qui leur étaient posées. D'accord, il n'y avait pas de puissance? Aucune pression, non. L'approche des membres du CPA était-elle aussi désintéressée? Une personne a été témoin de ces réunions à huis clos. Madame Johnstone était la secrétaire du CPA. Elle ne souhaite pas aujourd'hui montrer son visage. Alors le CPA, j'étais parfaitement au courant de tout ce qui se passait, mais je n'étais pas conviée aux réunions. Mais comme elle se tenait à 20 mètres de mon bureau, j'en perdais pas vraiment une miette. J'écoutais pas aux portes, mais c'était pas nécessaire. Quand on parle du CPA comme une agence de lobbying auprès du ministère, etc., vous, c'est quelque chose que vous pensez? Ah oui, non, mais ça va plus loin que du lobbying. Ils ont utilisé toutes les failles qu'il pouvait y avoir partout pour faire quasiment du chantage. C'était toujours dans le même sens, hein, pour éviter que les industriels aient des emmerdes. Et pour les scientifiques qui étaient présents, ils ont dit plus tard que pour eux, il n'y avait pas de pression des industriels. Bah voyons, n'importe quoi. Je pense que c'était des gens d'un niveau où on se fait pas complètement piéger à son insu. Quand même. Je reste un peu sur le cul, comme on dit, hein.
À Hanovre, en Allemagne, les chercheurs de Jussieu sont sur une nouvelle piste. Il existerait quelque part dans cette bibliothèque universitaire une trace écrite démontrant que le lobby agissait pour les industriels de l'amiante. Michel Parigot et son collègue Marc Indry sont à sa recherche depuis des années. L'Allemagne s'est beaucoup intéressée à la question de l'amiante, puisqu'ils ont décidé très tôt l'interdiction de l'amiante. Donc ils ont collectionné énormément de choses sur le sujet. Il s'agit quand même de documents qui étaient des documents internes à l'industrie de l'amiante. Donc c'est des trucs qu'on ne trouve pas facilement. On ne les trouve pas en France. Il y a énormément de choses qui ont disparu. Il y en a dont on ne sait pas vraiment ce qu'il y a dedans et qu'on va découvrir. Les mathématiciens épluchent pendant plusieurs heures les comptes rendus des conférences internationales des industriels de l'amiante. Jusqu'à tomber sur une présentation datant de 1985 de Marcel Valta, un des fondateurs du CPA. Ancien résistant, Marcel Valta était un communicant, rémunéré par les industriels de l'amiante. Marcel Valta explique en détail la stratégie qu'il a mise en place pour sauver l'industrie de l'amiante, puisque pour eux, il s'agissait d'une question de survie. Dans ce document à destination des industriels de l'amiante, le fondateur du CPA indique intentionnellement la marche à suivre pour convaincre les médias que la fibre n'est pas dangereuse. Petit 2, faire de la publicité pour façonner l'opinion, montrant le rôle protecteur de l'amiante, le rôle économique de l'amiante, la possibilité d'utiliser l'amiante sans risque, les précautions prises par l'industrie. Petit 3, identifier et contacter les journalistes qui travaillent sur le sujet. Petit 4, arranger des conférences de presse. Et s'il arrive à convaincre les médias, eh bien, il gagne le combat. Parce que après, les pouvoirs publics suivront. Il dit, voilà, ça se passe comme ça, et nous, ce qu'on doit faire, c'est renverser les choses pour que ce soit l'industrie qui décide. Et c'est exactement ce qu'il fait. Donc c'est quelque chose d'assez fin et réaliste. Et cynique, bien sûr, extrêmement cynique. Incroyablement cynique. Cette archive est pour Michel Parigot une preuve à ajouter au dossier d'instruction. En septembre 1995, les représentants des ministères et les syndicats siégeant au sein du CPA décident de ne plus participer aux réunions. Ils sentent le vent tourner. Car quelques mois plus tard, en juillet 1996, la France annonce son intention d'interdire l'amiante. Madame, Monsieur, bonjour. La fabrication, l'importation, la mise en vente de produits contenant de l'amiante vont donc être interdites. Une interdiction qui s'appliquera à partir du 1er janvier prochain et qui vaudra également pour le ciment contenant de l'amiante. Au même moment, l'université de Jussieu est désamiantée. Sa dépollution durera 20 ans, jusqu'en 2016. Aujourd'hui, l'amiante est interdite. Mais a-t-elle complètement disparu de notre environnement ? Sommes-nous toujours en contact avec ce poison ? Selon une enquête menée en 2016 par l'Observatoire national de la sécurité, 40% des écoles construites avant 1997 contiendraient de l'amiante. Tant que la fibre est calfeutrée, il n'y a aucun danger pour la santé. Mais quand les locaux s'usent, se dégradent, l'école devient un lieu à risque.
Nathalie Laclos, directrice d'une école primaire dans le centre de Marseille, devrait penser tranquillement à sa retraite prochaine. Au contraire, elle s'inquiète. Une de ses collègues institutrices est malade de l'amiante, contaminée sur son lieu de travail. Alors Nathalie a choisi d'alerter. Dans cette école primaire des quartiers nord, l'amiante est à portée d'enfants. Aujourd'hui, ce sont les vacances scolaires. D'ordinaire, l'établissement accueille 200 élèves. Nathalie est accompagnée par un enseignant de l'école. Il témoigne anonymement. Donc ces panneaux, ils sont amiantés. On voit le bois apparaître derrière, donc c'est quand même, c'est pas seulement la peinture là qui est dégradée. On a ici des trous qui datent d'il y a plusieurs années, avec des fibres d'amiante qui sont contenues dans ces trous-là. Donc potentiellement, il peut y avoir de la poussière qui se dégage de ces endroits-là et des fibres d'amiante. Tu vas pouvoir trouver cet état de dégradation partout. Le tuyau du... Voilà, ici pareil, ça c'est des fibres amiantées. On voit que le tuyau est détaché. Là, il y a des trous. De cet endroit-là peut sortir de la fibre d'amiante. Si vous voulez, c'est la dégradation qui va apporter le danger. Ici, on voit la planche qui est dégradée, et puis derrière, le panneau qui est abîmé. Et où là, potentiellement aussi, on peut être exposé à des risques. Ce sont les mairies, propriétaires des bâtiments, qui sont en charge de désamianter les écoles. Pour autant, rien ne les oblige à le faire. Ce qui me met en colère, c'est que la municipalité prend avec légèreté des choses qui ne devraient pas être prises avec légèreté. Ben pour moi, cette négligence, elle est quelque part coupable, voilà, et criminelle. Eh ben c'est ça qu'il y a de l'amiante. T'as la tresse? Eh ouais, c'est ça, hein, elle est à nu, hein, la tresse. Hein. Ça là, ça c'est la tresse amiantée. Ces petites fibres-là qu'on voit que oui, très nettement. Ça c'est amianté. Et c'est à l'air libre. Mais là, c'est complètement à l'air libre. Oui. Il y a des enfants qui traversent là, régulièrement devant ça tous les jours. Voilà. Il faudrait en fait refaire des centaines et des centaines d'écoles pour qu'elles soient aux normes, pour qu'elles soient désamiantées. Il y a tellement des sommes colossales qui sont en jeu qu'on se doute aussi que les pouvoirs publics n'ont pas forcément envie qu'on mette trop le nez dedans, quoi. Depuis plusieurs mois, Nathalie recense le nombre d'écoles amiantées à Marseille. Ce sont des écoles qui figurent dans la liste des 30 et quelques écoles dites GEP, du nom de l'architecte, je crois, ou du créateur de ces écoles, et qui, elles, ont été isolées après 1970 avec des matériaux amiantés, quoi. Ça va être par là, voilà. On a peut-être refait des peintures ou des choses comme ça. Mais fondamentalement, elles n'ont jamais été désamiantées, en tout cas, ça c'est certain. On cache la misère. S'il y a des problèmes, ils sont pas traités dans le fond, quoi. Voilà, Simon Bolivar et l'école de la Morlette. Voilà, ça, c'est une résidence catastrophe, ça. Vous avez l'impression que le monde enseignant connaît cette problématique de l'amiante? Non, pas du tout. Pour beaucoup de gens, effectivement, quand on parle de l'amiante, c'est l'industrie. C'est pas les locaux scolaires. Enfin, on va pas mettre des enfants en danger, quand même. Il existe un moyen de savoir si les murs des écoles contiennent de l'amiante. Grâce au DTA, le diagnostic technique amiante. C'est aux mairies de l'établir et de mettre le document à disposition des chefs d'établissement. Alors, dans les faits, premièrement, les directeurs ne sont pas au courant qu'ils doivent avoir les DTA. Quand ils sont au courant et qu'ils les veulent, deuxième étape, ils doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, en nommant l'article de loi qui impose aux mairies de fournir les DTA. Il faut attendre la réponse. Alors logiquement, il y a un mois pour donner la réponse. Ce que j'ai fait, moi, pour mon école, puisque je n'ai fait la demande. Première réponse de la mairie, je vais transmettre votre demande au service concerné. Très bien, réponse par mail. J'ai attendu, je sais pas, 15 jours, 3 semaines. Deuxième réponse de la mairie, suite à un bug informatique, nous ne pouvons pas vous transmettre, mais nous le ferons.
dès que nous pourrons. Voilà. Et je continue d'attendre. Vous en riez. Qu'est-ce qu'il faut en pleurer? Il faudrait en pleurer, oui, parce que y a des victimes quand même, hein. Des gens malades, atteints de mésothéliome quand même. Que fait la municipalité de Marseille pour protéger ses écoliers de l'amiante? Danielle Casanova, adjointe en charge de l'éducation de la ville, n'a pas trouvé le temps de répondre à cette question. Oui, Madame Rouault, bonjour, Lorraine, service presse de la ville de Marseille. Malheureusement, je ne trouve pas de disponibilité pour Madame Casanova. Voilà, merci, au revoir. En France, on ne sait pas précisément combien de bâtiments scolaires contiennent de l'amiante. Il n'y a aucun recensement national. Pourquoi ? Nous sommes allés poser la question au responsable amiante du ministère de l'Éducation nationale, un ingénieur spécialiste de la question. Fraîchement nommé, il est accompagné d'une attachée de presse à droite sur l'image. Il y a un recensement qui se fait établissement par établissement. Mais pas au niveau national. Il n'y a pas de données consolidées à ce jour qui existent. Comment est-ce que vous faites pour que justement ces directeurs d'école puissent avoir ces DTA? Du coup, à partir du moment où les obligations sont relativement claires, j'ai du mal à imaginer ou à penser qu'une collectivité puisse refuser de transmettre ces éléments. À part inciter, est-ce que vous avez d'autres moyens? Nous ne sommes pas dans une logique de pression. Les collectivités... Quand il y a un enjeu de santé publique sur les enfants, est-ce que justement on ne devrait pas être dans une logique de pression? Les dispositifs qui sont prévus aujourd'hui permettent de ne pas avoir de risque sanitaire. Je vous montre. Ça, ce sont les trous dans les cloisons amiantées. Et puis il y a aussi de l'amiante à l'air libre dans les portes coupe-feu, comme vous pouvez le voir là. Mais du coup, je ne sais pas, est-ce que c'est les mêmes locaux, c'est le même étage, c'est les mêmes cloisons? Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait par la mairie? Mais d'un point de vue personnel, vous trouvez ça normal? Attendez, bon, s'il vous plaît, si on peut arrêter, s'il vous plaît, merci. Vous pouvez pas lui demander d'un point de vue personnel, c'est scandaleux parce que bon, c'est hyper facile pour vous, je trouve. Vous montrez des photos sur une école. Bon, alors on est à Marseille, en plus on sait qu'à Marseille, l'état du bâti globalement est scandaleux et dans les écoles est scandaleux. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, si je me suis permis d'intervenir. Non mais il y a un moment où personne ne va vous dire. Si on n'a pas de réponse de la mairie, si on n'a pas de réponse de l'éducation nationale, qui nous répond sur l'amiante? Moi, honnêtement, je n'imagine pas, je ne pense pas que ce soit possible. Je n'imagine pas la mairie maintenir en fonctionnement un établissement ou un bâtiment qui ne respecterait pas la réglementation. Ma question, c'est toujours ça, mais s'il y a des mairies récalcitrantes? Je ne l'imagine pas, on ne peut pas être récalcitrant sur des enjeux de santé. Enfin, tout le monde veut qu'il y ait des bâtiments sains et donc je ne l'imagine pas. Selon le ministère, une incitation à désamianter les écoles serait suffisante. Mais dans les faits, peu de mairies la respecteraient. L'amiante, on n'en veut plus. C'est quoi l'amiante? Ma maman m'a expliqué, mais je m'en souviens plus. L'amiante, c'est un produit dangereux et qui est provoqué par l'humidité. Et l'intoxication, ça peut être très fatal pour les jeunes. C'est la moitié sûr. On passait presque toute notre journée dedans. C'est une espèce de fibre toxique. Si on la respire, on peut avoir un cancer ou on peut mourir. Et Aurèle et Marcel, on l'attend bien, d'accord? Pour que ça se voit. On est des soldats. Pour beaucoup, c'est leur première manifestation. Les parents d'élèves de l'école du Pré-Gentil demandent aujourd'hui la destruction du chalet, un préfabriqué insalubre et amianté qui, pendant 30 ans, a servi de classe maternelle. Les enfants vont chanter. Est-ce que vous êtes prêts pour chanter? Super. Nous, l'année dernière, on s'est battus en fait pour obtenir des travaux et en fait, à l'issue de ces travaux, on a appris, mais vraiment très tardivement, que ce chalet était amianté.
On a eu des résultats en retard. Enfin, on nous a donné les choses au compte-gouttes. Nous, on a été convoqués au mois de février pour une réunion à la demande de l'équipe enseignante pour nous expliquer qu'il y avait de l'amiante. Le mot n'a jamais été prononcé par la mairie. Nous demandons la destruction du chalet. Le chalet est pourri. Il doit être... Aujourd'hui, les écoliers du Pré-Gentil n'ont plus classe dans le chalet, dont le DTA indique la présence d'amiante dans les plafonds. Pour autant, le préfabriqué trône toujours au milieu de la cour de récréation. Les parents, dont les enfants ont passé 8 heures par jour l'année dernière dans le bâtiment, sont inquiets. Leurs enfants ont-ils respiré de la poussière d'amiante laissée sur place après des travaux? Quand la maîtresse a ouvert sa classe à la suite des vacances, rien n'avait été enlevé et du coup, il y avait de la poussière partout. Voilà. Et la réponse de la mairie, ça a été d'ouvrir les fenêtres. Pourquoi est-ce que le maire, selon vous, ne détruit pas tout simplement le chalet? Son directeur de cabinet a dit à un parent d'élève de l'école que ça coûtait trop cher. Ça m'inquiète surtout que le problème de l'amiante, c'est pas aujourd'hui. La santé des enfants, c'est pas tout de suite qu'on va voir qu'ils ont des problèmes. Dans quelques années, on ne sait pas ce qui va se passer. Donc c'est surtout ça qui m'inquiète en fait. C'est par rapport à l'amiante, aujourd'hui ça va, elle va bien, mais dans quelques années, je sais pas. Voilà. Monsieur le maire, Ce jour-là, le maire n'a pas reçu les parents d'élèves. Quelques mois plus tard, il a accepté de nous accorder une interview en présence de son directeur technique. Je suppose qu'il y a eu des travaux d'entretien. Est-ce que les enfants ont été au contact avec les poussières amiantées? Non. On a fait des analyses d'air complètes qui ont duré plusieurs heures. Ces résultats donnent 0 fibre d'amiante. Donc, quand je dis qu'il y a 0 poussière, 0 fibre d'amiante veut bien dire 0 poussière, madame. Est-ce que vous avez regardé combien coûterait un désamiantage total du chalet? Avec la démolition, ça billet de 500 000, mais à un moment donné, on est aussi responsable des deniers publics. Je ne peux pas mettre les gens en danger. Mais à un moment donné, quand il est prouvé qu'il n'y a aucun risque et que le chalet peut encore servir notamment aux associations, quelle est la raison de le mettre par terre pour aller mettre autre chose? Je suis sur un plan école colossal jusqu'à 2026, avec des 50% de mon budget d'investissement, c'est pour les écoles. Donc, j'ai pas d'argent à gâcher. S'il y avait eu le moyen de risque, et clairement, j'hésitais pas. Mais là, c'est pas le cas. Combien d'écoliers chaque jour respirent de l'amiante? Après la contamination massive dans l'industrie, sommes-nous à l'aube d'une deuxième épidémie? L'amiante frappe sans seuil. Le risque de développer une maladie est lié à la quantité respirée, plus qu'à la durée d'exposition. Je sais que mon état peut s'aggraver rapidement. On ne peut pas effacer ça, on ne peut pas ne pas y penser. J'essaye de ne pas en parler. Et avec vos proches? Le moins possible. Le moins possible. Non. Je voudrais pas qu'ils s'inquiètent. Allez-y, monsieur, entrez. Vous allez passer sur la gauche de la machine et vous installer sur la table. Pierre Plutat est sous surveillance médicale à vie. Oui, vous pouvez laisser les chaussures. Les membranes de ses poumons sont attaquées par l'amiante. Allez-y, monsieur, gonflez les poumons. Ne respirez pas.
Vous pouvez respirer. On voit deux choses sur son scanner. La première, c'est l'atteinte en fait de la plèvre. Donc, je vais vous le zoomer. En fait, ça se manifeste par ces anomalies ici qu'on voit qui sont hyper denses, donc blanches sur l'image, et qui correspondent à des plaques pleurales. Donc ça signe une exposition à l'amiante. On voit qu'il les avait déjà en 2011 et que ça n'a pas évolué. Et l'autre chose, je vais également vous le zoomer, une discrète infiltration, en fait, comme un petit maillage au niveau de son poumon, de son parenchyme pulmonaire, qui était également bien visible en 2011 et qui, ça, correspond à ce qu'on appelle l'asbestose. Donc cette fois-ci, c'est non plus l'atteinte de la plèvre, mais l'atteinte du poumon, la maladie qui est liée également à une exposition à l'amiante. Mais je n'ai aucun signe suspect qui me ferait être inquiet pour un mésothéliome chez lui. C'est vrai qu'on voit plus la vie, on voit plus la vie pareil. Est-ce qu'on va pouvoir faire changer les choses? Mais c'est ce qu'on essaye. Bien Les sûr. plaques et les épices. Les plaques pleurales, tout à fait. Et les épices. Et épaississement pleuraux. Ça, ils ont vu au scanner. Bien sûr. Mais pour l'instant, j'ai pas de métastases. Ça va aller. Ça va aller. On est perdu avec tous ces dossiers. Mais bon, ça va aller. On est bien. Ça va aller. Donc maintenant, le décès de votre frère est bien reconnu dû à l'amiante. Donc on pourra faire tout un dossier comme pour votre époux. Ardeva, bonjour. Je peux pas pleurer devant eux. Si moi je me mets à pleurer, pas possible. Les larmes, elles coulent après. J'ai pas la capacité de fermer la porte de l'Ardeva et que j'oublie tout. Ça, j'ai pas cette capacité-là. T'as peur pour ton père? Bah oui, hein. Oui, quand ses collègues viennent et qui disent qu'ils ont travaillé avec lui et qui disent ça y est Laetitia, ça y est, je vais partir comme les autres, qui savent qu'ils ont un cancer, ils viennent, ils me le disent. Hein. Effectivement, une petite ampoule qui s'allume en disant oups, quand? Quand? C'est pas la question, c'est pas est-ce que, c'est quand? Quand est-ce que ça va Parce qu'en plus, je suis dedans, donc je sais ce que c'est. Je sais que le jour où ça se déclarera en cancer, on ne pourra pas me le cacher. Mais voilà. C'est le combat qu'il fait, c'est impressionnant quand même, parce que c'est qu'un ouvrier. Hein. Papa, c'est un ouvrier. C'est un ouvrier qui se bat contre les plus gros. C'est ça qui plaît pas non plus. Pas rêver, hein, c'est ça qui plaît pas. Mais ce qu'ils se rendent pas compte, c'est que mon père ira jusqu'au bout. Une autre tempête s'est abattue sur Dunkerque. Celle du coronavirus. À très haut risque, les malades de l'amiante vivent calfeutrés chez eux depuis le premier confinement. C'est une seconde épée de Damoclès. On n'est déjà pas gâtés par ce qui nous arrive. Et maintenant, eh bien, ce virus, eh bien, si on en est atteint, risque de nous amener à des pathologies très graves. On doit faire plus attention que d'autres. La procédure judiciaire a été ralentie par l'épidémie. La citation directe sera déposée devant le tribunal correctionnel de Paris au printemps prochain. Le premier pas vers un procès pénal de l'amiante en France.